Dada, Dada, David, Damien. Vous écoutez Dada sur Radio Campus. Merci Antoine, c'est trop bien ça pour démarrer l'émission, un petit jingle spécial par Hands in the Dark. Alors on fait comme si on était en direct, sauf que non, hein, là on est le 3 janvier et nous sommes à Besançon au Bacchus. On les remercie de nous accueillir, enfin on leur a même pas demandé l'autorisation. Et on fait ça, on fait cette petite interview dans Musique Dada avec donc le label Bisontin ou Ornanais, on verra d'où il se revendique exactement, qui s'appelle Hands in the Dark, et c'est un label qui existe depuis une quinzaine d'années. Et Damien, est-ce que tu veux nous présenter peut-être un petit peu ce label ? Alors moi, il faut savoir que je suis venu m'installer à Besançon pour être au plus près de Hands in the Dark, label que je suis depuis le début, c'est-à-dire depuis 2010. Et donc c'était une super chance et un super hasard de me retrouver à travailler dans le même village que Morgane. Eh ben moi c'est Morgane, je suis la moitié du label Hands in the Dark, depuis le label qui a été fondé en 2010 par Onito et moi-même. Bonsoir, moi c'est Onito, Antoine Richard. Voilà, et merci de nous avoir dans votre émission les gars, ça fait plaisir. Comment on a envie de créer un label à deux, hein, j'imagine ? Je sais pas si ça vient plus de moi, mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, parce que ça commence à dater un petit peu, en 2010, moi j'avais une émission de radio sur une radio concurrente de la vôtre à Besançon, dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai déménagé à la campagne pour des raisons personnelles, et Antoine, à ce moment-là, lui partait vivre au Mexique, si je dis pas de conneries, dans le cadre de ses études. Et on était déjà investi dans un label. J'ai fait partie de 2 labels avant ça, un que j'ai monté tout seul, juste pour sortir, parce que je chantais dans des groupes, dans ma jeunesse. Et après, j'ai joint Impure Music, qui était plus orienté punk hardcore. Donc j'avais un petit peu d'expérience là-dedans, et Morgane voulait lancer un label, et voilà, je l'ai rejoint dans cette aventure. Toi, tu venais plutôt du punk, tu avais déjà les oreilles un peu ouvertes sur ce que va devenir Hands in the Dark. Est-ce que vous saviez déjà que le label durerait aussi longtemps aussi C'est double question. Pour répondre à la dernière, clairement, on savait pas que ça durerait aussi longtemps. Et puis je dirais qu'on n'avait pas de vision sur le long terme, sur ce qu'allait devenir le label. Et puis ça fait 15 ans que ça dure, donc évidemment nos goûts aussi pas mal évolué, et puis on a... En fait, je crois que dès le départ, le truc entre nous, c'était de sortir des choses qu'on avait envie de sortir, et de pas forcément se limiter à un style de musique. Donc effectivement, le premier sorti, c'était Descent Vanilla, qui était un groupe suédois quand même assez pop. On les avait découverts sur MySpace. Et puis au fil des sorties, au fil des années, on est parti sur diverses choses, en gardant quand même, en essayant de garder quand même quelque chose d'assez cohérent, mais même encore aujourd'hui, on a envie de faire des pas de côté, et puis de jamais sortir 2 fois le même disque. Voilà ce que je dirais sur... Je crois que le fil conducteur, en fait, c'est des choses qu'on apprécie les deux. Parce qu'il y a aucune sortie qui n'est pas validée par l'un et par l'autre. Il faut que ce soit vraiment des coups de cœur partagés, et c'est ça aussi la magie de la chose, c'est que nos goûts ont évolué au fil des années, mais on s'y retrouve les deux. Et c'est super important vu le temps et l'énergie qu'on y accorde. Voilà, c'est ça notre leitmotiv sur ces 15 dernières années, je pense. Et alors, comment vous répartissez les rôles ? Ça, c'est de l'ordre de l'intime, ça, c'est... En fait, on s'est rencontrés à l'époque de la fac, Onito et moi, et puis on a beaucoup été éloignés géographiquement, et puis ça nous a aussi permis de garder contact de manière quasiment quotidienne autour de ce projet-là, mais aussi autour d'autres choses. Mais c'est aussi quand même ce qui fait le socle de cette aventure-là. Et après, sur la répartition des choses, ça, je pense que ça dépend un petit peu des sorties. Onito amène
Et plutôt autour de ce qu'est Internet, le digital, et tout ce qui est envoi et peut-être la distribution. C'est plutôt moi qui m'occupe de ça, mais ça peut varier d'une sortie à l'autre. Ouais, tout ce qui est digital, tout ce que je peux faire à distance, vu que je suis pas mal en voyage, de par mon boulot. Donc vous ne travaillez pas forcément dans la musique tous les deux, puisque Morgane, tu nous diras ce que tu fais. Mais je sais que Antoine, lui, il a déjà, on va dire, un pied un peu plus dans l'industrie musicale. Et voilà, si on peut inclure Hands in the Dark à ce monde qui est l'industrie musicale, je sais pas comment toi tu vois les choses justement. En tout cas, tu travailles pour des gens qui vendent beaucoup de disques, ou en tout cas qui font des millions et des millions d'écoutes sur Spotify et compagnie. Alors je suis ingénieur du son, je fais le son de face pour des groupes en tournée. Et voilà, c'est le kiff, c'est super bien. Et justement, Hands in the Dark, c'est aussi très important parce que ça fait partie du spectre musical et ça me permet de faire ce boulot avec d'autres groupes qui vivent de leur musique. Ça me permet aussi, Hands in the Dark me permet justement de faire l'équilibre entre tout ça. Et c'est très très important pour moi. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Et Morgane, tu veux nous expliquer un peu parce que le suspense est insoutenable. Là. Il faut que tu dises aux auditeurs ce que tu fais, s'il te plaît. Je sais pas si les auditeurs ont grand chose à faire de ce que je fais comme travail, mais moi je travaille pas du tout dans le domaine de la musique, je suis éducateur spécialisé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Il n'a jamais été question au départ du label que ça soit un projet viable et qu'on puisse en vivre. Et on a toujours pris ça comme quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux. Et même le fait de ne pas en vivre, on a toujours considéré ça comme un avantage parce que ça nous permet aussi de sortir des projets vraiment qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on sait qu'on va pas forcément vendre des milliers et des milliers de disques. Donc on sait qu'on peut se planter sur une sortie et sans forcément se dire qu'à la fin du mois on n'aura pas de salaire pour nous. Donc c'est un hobby exigeant, ouais, c'est ça. Et est-ce que vous aviez au départ des références, des labels sur lesquels vous suiviez les exemples, vous inspiriez, autres que les labels avec lesquels vous avez fait des collaborations à l'époque ? Au départ, c'est un peu... ça commence à remonter un peu, mais... moi, les exemples, tu dis Not Fun, ouais, moi ça me parle parce que c'était un label qui sortait énormément de choses début 2010 et on partage en tout cas une vision avec eux. Et puis Britt qui gère Not Fun, on a eu l'occasion de collaborer avec lui via son projet Robe d'Or. Après, au fil des années, on a toujours admiré certains labels, mais sans forcément vouloir calquer notre esthétique ou les sorties qu'on faisait sur ces labels-là. Mais je pourrais en citer d'autres, mais ouais, Not Fun. Après, il y a un label qu'on aime beaucoup qui est aussi aux États-Unis qui s'appelle Revenge. Toi, Nito, tu parlais de Beko, qui était un label basé à Brest. Début des années 2010, qui sortait chaque dimanche soir un single digital, qui ont sorti d'ailleurs un single avec Death and Vanilla au départ. Enfin voilà, il y en a quand même pas mal, mais tu veux peut-être, tu peux en ajouter quelques-uns. Non, je suis nul en label. Non, il y a Marionnette, ils sont en Allemagne, c'est ça ? Non, Canada. Canada, vraiment ? Ok, Marionnette, super label canadien. Et qui d'autre ? Je saurais pas te dire. Je suis nul. Stroom, Mea Kusma, Aguirre en Belgique. Rocket Recording, label britannique qui est plus branché rock psychédélique, qui est vraiment une grosse influence dans l'éthique et aussi dans l'esthétique musicale, je pense. Est-ce que toi aussi, je sais que Morgane, il suit assez l'actualité
musical de tous ces micro-labels et en fait de ce qui va peupler finalement nos disquaires préférés en ville. Toi, comment ça se passe? T'as une grosse consommation aussi de musique? Tu es attaché à l'objet ou pas plus particulièrement? L'objet vinyle, ouais. Lui-même, ah oui, bien sûr. J'adore en tournée, traîner chez les disquaires, découvrir des trucs, c'est magique, hein. C'est magique. Ouais, non, j'adore ça. C'est quoi par exemple les derniers disques que tu as achetés, en tout cas ceux dont tu te souviens le plus pour l'année 2024, puisqu'on a fait les tops un peu en fin d'année, là, il n'y a pas longtemps. Je ne saurais pas te dire ce qui est sorti cette année. Juste, j'ai eu une grande chance d'aller au Japon il n'y a pas si longtemps. Japon et Australie, où vraiment tu arrives dans des shops, record shops qui sont incroyables. Tu te poses là pendant 2 heures, tu écoutes des trucs que tu as sans pochette et tu découvres de la musique complètement incroyable. Et voilà, ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est un peu l'aventure. Plutôt, je ne saurais même pas te dire ce qui est sorti cette année en fait. Est-ce que vous diriez que vous avez une déformation professionnelle quand vous achetez des disques, vous dites ah tiens, moi j'aurais pas fait la pochette comme ça, ah tiens, le pressage est comme ci et comme ça. Est-ce que d'être à la tête d'un label depuis si longtemps, ça a élevé votre niveau d'exigence par rapport à votre consommation musicale? Y a un mot qui revient souvent, un terme, consommation musicale, que je trouve très vulgaire. Excusez-moi, hein, je vais être très honnête. La musique, l'art, consommer l'art, je trouve ça... c'est un peu bâtard comme terme, non? Oui, je comprends ce que tu veux dire, surtout quand tu mets... Oui, non, mais tu mets du cœur à faire des objets, mais ça reste quand même quelque chose qui a une valeur marchande, et d'ailleurs dont la matière première qui est issue donc du pétrole, etc., coûte de plus en plus cher. Donc ouais, ça reste ça reste quand même un bien de consommation qui fluctue comme la bourse peut fluctuer également. En dehors de ça, non, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler, je pense, à tort de cette consommation, mais c'est vrai que c'est parce qu'on y accorde énormément de temps et de cœur, et donc forcément on n'hésite pas à mettre la main au portefeuille, et que c'est un budget tous les mois d'aller chez son disquaire, d'aller voir son disquaire et de repartir avec une sélection de ce qu'on a envie de ramener et de retenir de ce qui sort. Mais il y a tellement de choses qui sortent, des labels comme Hands in the Dark, il y en a peut-être 2 ou 3 qui naissent tous les jours, je sais pas, alors, peut-être pas qui sortent des vinyles, mais en tout cas qui ont une existence sur internet. Vous, quand vous êtes arrivé d'ailleurs, Hands in the Dark, donc on parlait tout à l'heure de Not Fun, etc. C'est les labels qui n'existent plus, je crois. Mais ils existent encore. En tout cas, il y avait une explosion, je pense, à cette époque-là, de micro-labels. Est-ce que vous observez encore ce phénomène-là? Est-ce que ça a changé justement du fait peut-être de la difficulté de sortir des vinyles aujourd'hui à cause du prix? Alors moi, il faut savoir que je vais répondre à toutes les questions précédentes avant de répondre à celle-là. Et il y a un truc qui m'est venu. Merde, je me souviens plus de la question précédente. Non, la pochette. Non, pour rebondir sur ce que tu disais avant, Damien, moi je regarde. Enfin, j'ai moins d'exigences sur les disques que j'achète d'autres labels parce qu'on nous présente le disque, donc si le visuel me plaît pas ou que j'aime pas l'ensemble, je l'achète pas forcément. Mais par contre, au fil des années, nous, dans notre travail au quotidien avec les artistes avec lesquels on travaille, je pense qu'on est devenu beaucoup plus exigeant qu'on l'était au début des années 2010. Maintenant, on l'est beaucoup plus, que ce soit pour les visuels et pour le son et même pour certains morceaux et même pour l'ensemble des choses sur lesquelles on travaille. Et toi, ta question, David, c'était... Donc quand vous êtes arrivé il y a une quinzaine d'années, il y avait une explosion un petit peu de tous ces labels, ces micro-labels. On en est où aujourd'hui, selon toi ? Je pense qu'il y a un renouvellement, peut-être qu'il y a moins de labels qu'il y a 10-15 ans. Je pense que c'est plus difficile. Je pense que vraiment les 3-4 dernières années ont été difficiles pour beaucoup de labels, beaucoup de disquaires aussi. Le prix des disques a pas mal augmenté.
il y a pas mal de disquaires pour qui c'est compliqué, et puis les labels comme nous, qui sommes pas les labels qui vendent le plus de disques, c'est des fois difficile d'écouler des stocks. Nous, on a la chance d'être quand même bien suivi par pas mal de disquaires. On a de la chance d'avoir quelques distributeurs, que ce soit en Allemagne, en Angleterre. Et voilà, c'est déjà bien. Et ça nous permet de... Pour l'instant, ça nous permet de pouvoir continuer nos activités assez sereinement. Puis encore une fois, on n'a pas de pression financière de se dire bon, si ce mois-ci on vend pas tant de disques, on met la clé sous la porte. En l'occurrence, on gère cette activité parce qu'au départ, on a mis de l'argent de notre poche pour le faire, et puis on arrive toujours à pouvoir sortir des disques avec cet argent qu'on a mis au départ. Donc, mais après, ouais, je pense qu'il y a moins de labels. Il y a moins de labels qu'il y a 15 ans, et je pense que c'est sans doute plus difficile pour un label qui se lance aujourd'hui pour pouvoir avoir un distributeur et des contacts directs avec les disquaires. Et une visibilité aussi, comme que je sais pas si c'est toi qui le disais, il y a tellement de nouvelles musiques toutes les semaines, tous les jours. C'est vraiment très très difficile d'être suivi, de sortir son épingle du jeu. C'est vraiment pas facile, mais c'est nécessaire, je pense, de proposer quelque chose de différent. On parlait de visuel, donc toi Morgane, en plus de faire Hands in the Dark, tu as quand même une activité visuelle. Est-ce que ça vous a déjà fleuré l'esprit de faire un peu plus que des disques ? Est-ce que les autres médias vous intéressent ? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà creusées ou que vous allez creuser dans le futur ? Pour l'instant, vraiment le label, on reste autour de sorties de disques, et même si c'est arrivé que je travaille sur le visuel de certaines sorties, il n'est pas prévu à l'heure actuelle qu'on fasse autre chose que de sortir des disques. Mais ouais, je voulais revenir sur la fonction finalement d'un label, parce que on parle beaucoup des disques et de la façon dont on peut les écouler. Alors effectivement, on aura compris que c'est quand même un boulot hyper artisanal, et qu'avant de trouver des gens qui vont faire le boulot à ta place, c'est-à-dire d'aller mettre les disques dans les bacs des disquaires, ou en tout cas là où ils se vendent sur internet également, il y a une relation bien sûr à avoir avec le groupe ou le musicien. Et c'est quoi à ton avis la fonction première d'un label? C'est d'avoir des sous pour sortir 300 vinyles? C'est que ça, ou il y a d'autres choses, je sais pas, d'autres qualités que tu as pu développer, d'accompagnement d'artistes? Alors je sais qu'il y a, pour chaque artiste, c'est une histoire différente, etc. Mais peut-être qu'on peut souligner peut-être 2 ou 3 artistes du label, récurrents ou pas d'ailleurs, avec qui justement ça a été une collaboration hyper intéressante, hyper positive à différents égards, autant pour le musicien que même peut-être pour toi sur un plan professionnel ou même personnel, j'en sais rien. La fonction du label, il y en a plusieurs de fonctions du label. Effectivement, concrètement, c'est aider un artiste à sortir un disque, mais au-delà de ça, nous on a toujours mis un point d'honneur à essayer de rencontrer un maximum les artistes, puis à essayer de créer quelque chose qui allait quand même au-delà d'un truc un peu professionnel. On va sortir un disque et puis on va le distribuer, on va en faire la promo. On essaie aussi de sentir un petit peu quelque chose du côté humain avec les artistes, et puis de voir les artistes jouer en live aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Je pense aussi qu'il y a une des fonctions d'un label comme le nôtre, qui est quand même dans une sorte de niche, c'est de sortir des disques
qui sans des structures comme la nôtre ne sortirait peut-être pas du tout. Donc c'est aussi proposer quelque chose sur le marché, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais proposer quelque chose qui sortirait pas et qui est un petit peu aussi différent de ce qui va sortir, de ce qui sera proposé dans tel ou tel magasin de disques. Donc voilà, après des exemples sur des artistes en particulier, le groupe avec lequel on a le plus travaillé depuis que le label a été créé, c'est Tomaga, qui est un duo londonien avec qui on a sorti, pas que je dise de bêtises, mais 4-5 disques, peut-être plus. Qu'est-ce que je peux dire sur Tomaga ? Le premier album, on a fait sa réédition cette année pour les 10 ans, donc il est sorti en 2014. Et c'est un disque qui est pas évident au départ, qu'on a sorti parce que c'était un coup de cœur pour nous, parce que Nito avait rencontré Tom qui est décédé depuis, mais avec qui il y avait une relation d'amitié qui s'était créée. Tom, c'est une aventure humaine en fin de compte. C'est l'une des premières personnes avec qui j'ai connecté quand j'ai déménagé en Angleterre en 2010 ou 2011. Et il travaillait comme booker chez Julie Tipex, il jouait de la basse dans The Oscillation. Et c'est quelqu'un qui était très très avenant, très chaleureux, qui est assez étrange pour un Anglais, qui n'hésitait pas à t'inviter chez lui, et à chaque fois je me prenais des claques en découvrant des groupes incroyables. Et voilà, c'était vraiment c'était un mec bien, un mec simple, mais il fédérait les gens aussi, il connectait les gens. Et voilà, ouais, il nous manque Tom. Ultimate Human City, Tomaga, c'est maintenant.
prendre un autre exemple peut-être d'un groupe peut-être plus récent, Châteauroux. Comment vous les avez découverts, qu'est-ce que vous avez pu apporter pour sortir ce premier disque? Comment vous abordez certainement le second? Je pense qu'il est important, c'est aussi de donner de la confiance au groupe. Tu vois, des groupes qui commencent, il faut leur donner un peu de visibilité, les accompagner dans leurs projets. Et voilà, nous, c'est ça qu'on kiffe aussi, c'est proposer quelque chose de différent. Et c'est ça tout l'intérêt. Et Châteauroux, c'est quoi? C'est Daniel de Bureau B, un label allemand qui est rentré en contact avec nous. On a écouté, on a kiffé. Et, c'est des gens extraordinaires avec qui travailler, très simples et qui ont une vision musicale, enfin un langage musical avec leur musique qui nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on fait ça. Et le deuxième album qu'on va sortir en mars, juste un an après le premier, est aussi magnifique. Et il nous tarde de vous faire découvrir ça. Et d'ailleurs, on va vous donner un morceau en exclusivité ce soir qu'on va écouter maintenant. C'est parti. Peut-être si je peux juste ajouter un truc, c'est aussi que si on sort ce deuxième album, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose au niveau humain qui a été super facile sur le premier disque. Bon, on a beaucoup échangé avec Daniel parce que c'est lui qui gère tout ce qui est relatif à ce groupe-là, mais ça a été hyper simple et pourtant c'est un mec qui gère un label, qui a différents projets. Mais c'est lui qui est venu nous demander si ça nous intéressait de sortir son disque. On a apporté pas mal d'idées, on a fait changer pas mal de choses sur le premier album. Et il a toujours été hyper ouvert et ça s'est passé vraiment super bien. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le deuxième disque. Et voilà, on est vraiment super content de sortir ce disque-là.
on peut rentrer un petit peu dans les choses un peu plus techniques, parce que c'est vrai qu'on est on parle de musique de niche, donc des artistes qui font un peu de la musique dans leur coin, qu'on va chercher, et puis on va essayer de faire en sorte qu'ils soient connus un peu plus loin que la ville là où ils habitent, en gros, quoi. Le fait de pouvoir faire des disques permet d'aller atteindre des villes, des points de chute de disquaires, etc. Bon, bien sûr, il y a Internet, mais il y a quand même l'intérêt de ce support physique. Même si on pourra en parler aussi, ça se retrouve dans des mains de gens peut-être qui vont attendre 5 ans pour les revendre 10 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Bref, ça peut arriver. Il y a de la spéculation, même sur des sorties à 300 exemplaires Dance in the Dark. Surtout sur les sorties à 300, ouais. Bon, c'est un autre sujet, mais donc je reprends mon idée. L'intérêt, c'est de pouvoir emmener donc cette musique un peu plus loin que la ville où le groupe a l'habitude de se produire. Et puis donc il va arriver dans les oreilles expertes de gens qui vont donc prendre cette musique pour la graver sur un support. Et donc il y a quand même un certain nombre de compétences techniques à avoir. Et il y a des groupes, là, pour la plupart, bon voilà, ça se passe super bien. On envoie le truc et c'est pressé, nickel, parce que, je sais pas, par miracle ou par passion, ces gens-là savent faire du son et savent envoyer quelque chose de propre, mais il y a peut-être d'autres étapes avant, et je pense qu'Antoine sera plus le professionnel qui pourra nous parler de cette étape qui est peut-être le mastering. Est-ce qu'il y a des fois des choses que tu es obligé de renvoyer en disant ouais non ça passe pas, ton mix c'est pas bon, désolé, mais il va falloir que tu refasses ça parce qu'au mastering je peux rien sauver. Alors le mastering, c'est l'étape qui va arriver en gros entre le mix et le pressage. Alors ce que je trouve vraiment passionnant et fascinant avec la musique, c'est que c'est un langage émotionnel plutôt que technique. Et c'est ça en fait, il faut juste que ça nous fasse vibrer, moi et Morgane. On n'a jamais repris qui que ce soit sur le mastering. Tout peut être mis sur un support vinyle. Il y a jamais quelque chose qui peut poser des problèmes techniquement. Je pense par exemple à des sons avec une densité aussi complexe et nourrie quoi, que les disques de Lauten der Seele, où tu te retrouves quand même avec des choses où tu sais plus trop ce que t'écoutes, parce qu'il y a un espèce de magma sonore comme ça. Comment tu reçois toi la chose? Tu travailles déjà au casque, tu écoutes ça sur des enceintes. Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour décortiquer, décoder ça, parce que t'as pas les mêmes oreilles que le mec lambda qui va acheter le vinyle chez son disquaire. Ouais, alors mastering, c'est vraiment donc amener les mix jusqu'à l'oreille de l'auditeur d'une manière où alors il y a des volumes à respecter, mais c'est surtout respecter ce que l'artiste a voulu faire entendre aux gens. Donc ne pas le dénaturer, respecter les dynamiques. Et Lauten der Seele, c'est vraiment un bon exemple. Il envoie les mix. Et moi, mon devoir en tant qu'ingénieur de master, c'est de traduire ce qu'il a voulu dire et faire ressentir ses émotions. Alors je fais au casque, je vérifie aussi avec des enceintes. Et il y a un moment donné où tu trouves ces qualités que tu dois mettre en avant chez l'artiste en termes de définition du son. Et c'est ça en fait. À un moment, t'entends quelque chose et l'émotion te dit waouh, mais c'est ça, c'est magique. Tu sais, c'est un peu comme ce moment, la petite ampoule au-dessus de ta tête qui fait waouh, ça y est, on y est là. Et là, j'entre dans sa musique, j'entre dans son univers. Et c'est vraiment ça que je trouve fascinant dans le mastering. Mais voilà, c'est ça aussi. On n'a pas de cahier des charges, on n'a pas de normes. Comme quoi le titre doit être passable en radio ou quoi que ce soit. Et c'est ça aussi le kiff, c'est que proposer quelque chose de différent à une vision unique
c'est tellement. Je parlais de magma sonore, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as réussi à identifier? Parce qu'on en est là avec Chopic. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Parce qu'il faudrait mettre pause et puis faire intervenir une intelligence artificielle sur chaque son pour essayer d'imaginer, retrouver l'origine ou. Non, justement, c'est anti ça. C'est vraiment, c'est lui qui a fait ce collage et le son est assez lofi à la base et le défi que j'ai adoré, c'est d'ajouter un petit peu de définition pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc ça, c'était vraiment, c'était kiffant, c'était fabuleux. Et qu'est-ce que tu t'es imaginé par moment sur essaye de te souvenir d'un extrait précis du mix où tu t'es dit mais est-ce que tu as imaginé une image télévisée parce qu'il y a sans doute des extraits de documentaires dans ces sons. Probablement, il y a aussi une approche très religieuse sur ce dernier album de l'Automne d'Ercil, avec beaucoup de chants religieux et c'est ça en fait. Il faut que ce que tu écoutes, ça te prenne aux tripes. Et il y a toute une partie du spectre qui est absente aussi par rapport à ça, tout ce qui est sub et basse. Et c'était un défi aussi assez sympa que cette chose te prenne aux tripes. En allant voir de la musique classique en concert, dans des églises ou des choses comme ça, je suis toujours un peu frustré de ne pas avoir les subs et ces basses fréquences que tu as dans les concerts de musique traditionnelle ou contemporaine, et essayer de trouver un compromis entre la musique classique et la musique contemporaine, c'est ça, c'est ce que je me suis mis en tête. Voilà. Et comment Christian a réceptionné ton travail sur les masters? Je crois qu'il a bien aimé, il a approuvé en tout cas. T'avais écouté justement d'autres masters qui avaient été faits parce qu'il sort des disques sur d'autres labels, donc il travaille avec d'autres techniciens. Ouais, il y a tout un travail aussi de cohérence à faire entre ces autres albums. Ouais. Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu une règle professionnelle, c'est-à-dire que quand un artiste sort un disque sur un label, on doit un peu respecter qu'il y a une espèce d'uniformité des masterings entre les différents labels. Ouais, c'est mieux de respecter cet univers et de pas passer en termes de volume sonore d'un truc volume très bas, très haut et respecter les dynamiques, c'est très important, je pense. Est-ce que toi, Morgane, tu te rappelles des sons, des mix de Christian est-ce que tu les as écoutés sur tes enceintes, tu les as écoutés au casque? Et une fois que tu as reçu les masters d'Antoine, pareil, comment tu as trouvé la transformation du son et où est-ce que tu les as écoutés? Est-ce que c'était sur les mêmes enceintes? Là, il est en train de me dire des conneries, donc du coup, je rigole, mais... non, moi je suis moins spécialiste du son qu'Antoine. Après, là où je me retrouve dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit que c'est quelque chose qui parle, c'est de l'ordre de l'émotion, et puis moi c'est ce que je ressens, et que ça soit dans les mix que nous a envoyé Christian par exemple, ou d'autres artistes, ou dans les masterings. Effectivement, quand je reçois les test pressing à la maison, j'entends clairement la différence. Mais moi, quand je reçois des disques, je les écoute dans la bagnole pour aller au boulot, et en fait, si je reçois si ça me parle déjà dans des termes émotionnels, si ça me provoque déjà des choses, ben c'est déjà gagné. Donc moi, j'aime bien écouter les disques avant de prendre une décision sur un disque qu'on va sortir ou non. J'aime bien écouter les disques dans différentes conditions. Et la voiture, où j'ai un système son très médiocre, c'est un bon test, je trouve, parce que s'il se passe déjà quelque chose là, je trouve qu'il se passera encore autre chose quand je l'écouterai dans de bonnes conditions dans mon salon. C'est vrai que la voiture, c'est un bon test?
Bah, c'est pas mal parce que enfin, moi, j'écoute pas de musique en voiture, mais je pense pour toi, tu conduis pas mal pour aller au boulot et c'est là où ton esprit est le plus libéré. Tony Wilson de Factory qui testait ses morceaux dans sa voiture. Alors, il avait une Jaguar, je crois, et donc c'était sur l'autoradio de la Jaguar, et si ça sonnait dans la bagnole, bah, il lançait en production, quoi. Bah, ouais. Je tiens à dire que j'ai aussi une Jaguar. Ça nous fait un point commun avec Tony Wilson. Merci, salut Tony. Ouais, je me souviens en tout cas que dans des salles de mixage, il y a plusieurs types de speakers, dont des petits speakers minuscules qui effectivement ressemblent certainement aux speakers qu'on peut trouver dans les portières des voitures. Ouais. Ouais. T'as ça toi dans ton matos ? Non, mais c'est sur la liste. Ce sera pour 2025. Vous auriez un super fantasme de label, un groupe ou quelque chose que vous rêveriez de faire, mais qui est complètement au-delà de l'imaginable. Je laisserai Onito répondre aussi. Pour ma part, il n'y a pas de fantasme de groupe. Moi, je trouve justement que le fait de sortir des disques d'artistes qui sont émergents ou des disques pour lesquels on a envie de pouvoir proposer quelque chose de plus, c'est ce qu'on est à même à faire avec Hands in the Dark. Je me verrais mal sortir un disque d'un groupe hyper déjà connu. Je pense qu'on n'aurait rien à leur apporter et puis voilà, je pense que ça serait compliqué. Après, en termes de... Ouais, on a fêté quand même les 10 ans du label il y a quelques temps en organisant un festival à Besançon sur plusieurs lieux, sur tout un week-end. Ça a été un gros boulot, c'était pas un fantasme, mais ça a été un gros travail, notamment réalisé par Onito, mais refaire quelque chose de cet ordre-là dans un autre contexte, peut-être dans un autre lieu pour fêter autre chose, pourquoi pas, ouais, ça serait quelque chose de chouette, mais en termes de groupe, moi j'ai pas de fantasme particulier. Il y a des artistes qui me plaisent, avec qui j'aimerais collaborer, mais je suis assez content de ce qu'on a fait jusque-là, et puis pas forcément envie de... En fait, l'idée du label, c'est pas forcément non plus toujours... On n'a jamais voulu grossir, être de plus en plus gros, et comme on disait tout à l'heure, voilà, le côté financier, ça a toujours été assez secondaire, quoi. Et si Laurie Anderson, la veuve de Lou Reed, vous appelait pour vous dire « Ah bah tiens, j'ai retrouvé une bande d'un album ambiante qu'il a fait avant de partir et je suis sûr qu'il aurait aimé que cet album sorte sur Hands in the Dark », vous diriez quoi à Laurie Anderson ? Je dirais que je voudrais d'abord l'écouter dans ma Jaguar. Et moi au casque. Ou sur les petites enceintes que je vais acheter cette année. Bon, maintenant que nos auditeurs ont super envie de découvrir vos productions, comment on fait si on habite Besançon ou Montbéliard ? Parce qu'on est aussi diffusé à Belfort-Montbéliard. Comment fait-on pour trouver vos productions ? Alors on n'a pas de point de diffusion en physique sur Besançon. Après on a une page Bandcamp, Hands in the Dark, vous tapez Hands in the Dark sur Google et vous tomberez dessus. Et puis sinon vous pouvez aussi nous contacter directement via notre page Facebook ou via notre page Instagram et voilà, moi je suis assez régulièrement de passage à Besançon et je peux aussi livrer des disques à domicile. Bon, à Londres, c'est plus facile de trouver les disques d'Hands in the Dark ? Aucune idée. En fait, moi j'avais encore une question, c'était là on parlait de disquaires, etc. Et donc vous avez commencé il y a 15 ans et on va dire qu'il y a 15 ans, il y avait aussi une explosion des micro-labels, mais qui était plutôt dédiée à la réédition. Vous avez dû voir se développer, quand vous avez développé l'activité de Hands in the Dark, vous avez dû voir tous ces labels qui se développaient autour de ces musiques un petit peu oubliées, perdues, ou en tout cas peut-être des musiques aussi cultes, tu vois, que ce soit en punk, que ce soit en musique concrète, dans des niches. Ouais, nous, on est consommateurs de ça. Hein.
On est consommateur, mais d'un point de vue du label, ça nous intéresse pas vraiment, en fait. On a plus envie de faire découvrir des choses nouvelles, des choses fraîches. Bah, en fait, sortir un nouvel artiste, c'est aussi une prise de risque assez énorme, plus que de rééditer un disque un peu culte avec 3 millions de vues sur YouTube. Donc, nous, on a toujours préféré rester dans ce truc-là, d'essayer de défricher des choses et puis de sortir des choses qui sont nouvelles. Mais moi, je suis assez partagé sur le phénomène de la réédition et toujours tendance à me dire que des fois, des disques qui ne fonctionnent pas aujourd'hui sur notre label ou sur d'autres, peut-être seront réédités peut-être dans 30 ans ou se vendront super cher dans 30 ans sur Discogs parce que les gens seront passés à côté parce qu'ils étaient occupés à acheter des rééditions de Steve Reich ou d'autres artistes. Imaginons, je reviens du futur et je peux vous dire que le disque qui se vend le mieux du label Hands in the Dark dans 30 ans, c'est les disques de Razen. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu de Razen et écouter peut-être un morceau aussi? Tu veux nous en parler un peu? Ce serait mérité. Razen, c'est un groupe vraiment très sous-estimé, groupe belge, qui est tout basé sur l'improvisation. Ils ont sorti ils sont venus d'ailleurs faire une performance ici à Besançon, à la chapelle désacralisée de la Citadelle, en clôture du festival Hands in the Dark pour les 10 ans. Et ils jouent sur des instruments anciens, tout en acoustique. Donc il n'y avait pas d'amplification et ils sont juste fabuleux. C'est des musiciens extraordinaires, tout basé sur l'improvisation. Et ouais, ils sont incroyables. De vrais musiciens, de vrais artistes. Et je suis content qu'on écoute un de leurs morceaux là. C'est parti.
Bah, je crois qu'on va trouver une petite conclusion à tout ça. Je sais pas si tu garderas la question à la fin de l'émission, mais pourquoi Hands in the Dark et donner une réponse que vous avez jamais donnée, quoi. Une réponse inédite, quoi. Pourquoi Hands in the Dark? Alors Morgan et moi, on s'est rencontrés dans les mines en 1985. On était collègues de mine et on avait les mains noires à chaque fois qu'on sortait de la mine. Et un jour, j'écoutais avec mon Walkman une cassette vraiment fascinante. Je sais plus qui c'est. Je crois que c'était Jan Jelinek, je crois, ou un truc complètement incongru. Et je lui ai fait écouter. Il m'a dit, waouh, c'est génial. On devrait monter un label ensemble. Et voilà, on avait les mains noires et on a regardé nos mains. On s'est dit, ouais, les mains noires. C'est vraiment une question qui revenait souvent quand vous avez répondu à des interviews. D'où vient le label Hands in the Dark? Je me souviens que j'avais interviewé SAD qui ont sorti aussi un ou deux disques SAD sur Hands in the Dark. Il y en avait trois. Et je leur avais posé la question aussi bêtement, et SAD, ça vient de quoi? Et évidemment, c'est la réponse qu'ils donnaient tout le temps, c'était ah non, mais on n'est pas des gars tristes du tout, parce que c'est quand même écrit SAD avec 3 A, c'est SAD. Mais oui, il y a ce côté un peu dark, un peu dépressif, quoi. Je pense que c'est peut-être pour ça que les gens posent la question, essayent de savoir si vous êtes des gars dépressifs ou pas. Donc on a eu la version de la mine, mais qu'est-ce que vous donnez d'habitude comme réponse justement dans les interviews? On a déjà donné pas mal de versions différentes. Après, je crois que c'était quand même assez instinctif le fait de donner ce nom. On s'était donné deux, trois noms comme ça et on a choisi parmi les 3 noms on a failli s'appeler Baden Baden Records. Ouais. Voilà, on a donné plusieurs versions de ce pourquoi on a donné ce nom au label, mais pour répondre à ta question, je crois qu'on est loin d'être des mecs dépressifs, puis je suis pas certain que les disques qu'on sorte donnent cette image-là non plus au label. En tout cas, j'espère pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de disques qui sont quand même assez lumineux. Mais ça, je laisserai à chacun se faire sa propre opinion, mais je pense pas non plus. Et puis de toute façon, avec tous les extraits qu'on a écoutés de musique ce soir, on s'est bien rendu compte qu'il y avait effectivement une lumière qui perçait les ondes de Radio Campus. Donc on va continuer en tout cas à suivre toutes les sorties de Hands in the Dark en 2025, mais aussi en 2026 et pour les 15 prochaines années à venir, parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Je laisse le mot de la fin, Damien. Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Super interview au Bacchus, dans Besançon. Et donc c'était Musique Dada, spécial Hands in the Dark, avec les 2 têtes pensantes, Morgan et Antoine, et David et Damien. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Thank you.